Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 26 avril 2022. Comme tous les mardis, on se retrouve pour faire un point sur des marchés boursiers qui manquent d'inspiration. Le CAC 40 est plus ou moins au même prix qu'il y a une semaine et qu'il y a un mois. Le marché français est relativement neutre. Aux États-Unis, le Nasdaq retrouve ses plus bas annuels. On constate des marchés qui sont, comment dire, vraiment en manque d'inspiration, certains neutres, d'autres un peu plus sous pression à cause des taux d'intérêt, et surtout des marchés qui manquent de catalyseurs positifs, que ce soit à court terme avec la Chine qui ne réouvre pas, au contraire qui se ferme, et puis le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui dure. Voilà donc, et on va essayer, sans déprimer, parce que je sens les réseaux un petit peu déprimés en ce moment, on va essayer de faire le tour des catalyseurs possibles, de ce qui va se passer cette semaine. Voilà, très content de vous retrouver. Alors, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent par ailleurs pas des conseils en investissement. Vos rendez-vous tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin. Tous les jours, Planète Bourse avec Roxane Nojac, vidéo que vous retrouvez sur le site internet Zone Bourse ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et comme tous les mardis, les marchés en action avec première partie focus marché, ensuite un top flop macro, puis l'analyse graphique des indices pétrole, bitcoin et d'une sélection d'actions. On commence avec le focus marché. Le sentiment de marché, eh bien, il est relativement lourd. On a des indices européens qui s'accrochent. On a des indices américains comme le Dow Jones et le S&P 500 qui réagissent sur le fil du rasoir. Mais on sent bien qu'en l'absence de catalyseurs positifs, eh bien, c'est un marché qui s'alourdit avec une perte de patience et de confiance des opérateurs sur la suite, puisque en l'espace de 2 mois, notre cadre a complètement changé, avec des matières premières agricoles, des métaux qui sont beaucoup plus chers, avec une inflation qui est extrêmement élevée, avec des tensions géopolitiques accrues. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette lourdeur. Les catalyseurs cette semaine, eh bien, j'aimerais bien qu'on ait des nouvelles positives de la Chine ou de l'Ukraine, mais en l'absence de ces catalyseurs-là, eh bien, les résultats d'entreprise, le bal des publications va battre son plein. 50% des entreprises du Nasdaq en termes de capitalisation vont publier cette semaine. Ça représente 20% du S&P 500. On a notamment Apple, Microsoft, Alphabet qui vont publier cette semaine. Donc, on va avoir toutes les après-midi et tous les soirs, fonction des heures de publication, eh bien, des mouvements assez erratiques, assez violents. On va voir si les géants du numérique qui tirent les bénéfices des entreprises américaines jusqu'ici délivrent de bons résultats et surtout s'ils s'assoient sur des perspectives solides ou si au contraire ils révisent à la baisse. Concernant l'Ukraine et la Russie, j'ai pas grand chose de plus à dire, ça n'avance pas et bien évidemment à tout moment des discussions seraient les bienvenues et donneraient un petit coup de fouet aux indices. Concernant la Chine, on note que des régions représentant 40% du PIB chinois sont actuellement face à des mesures de confinement. Ça a un impact d'ailleurs sur les matières premières, on l'a vu avec le pétrole qui est repassé d'à peu près 110 dollars à 98 dollars, prenant en considération cet arrêt de la machine asiatique, puisque la zone Asie dépend du moteur chinois qui lui s'est enrayé. Maintenant, il y a aussi un risque que l'on voit un semblant de guerre des monnaies se mettre en place. On a des gros mouvements sur le dollar, sur le yuan, sur le yen ces dernières semaines. On revient en Europe, en Allemagne, l'indice du climat des affaires, l'IFO, a surpris à la hausse en avril. L'indice est ressorti supérieur aux attentes. L'indice des conditions actuelles a aussi rebondi. Alors il faut dire que quand il y a un mois ou deux, on interviewait les investisseurs ou les chefs d'entreprise en Allemagne, c'était la guerre battait son plein en Ukraine. Donc il est légitime que le sentiment soit moins pire.
Et on verra. C'était à peu près la seule news positive que j'avais à me mettre sous la dent cette semaine et à vous donner. Le pétrole WTI, donc il est repassé de 110 à 100 dollars. Le secteur pétrolier s'est calmé, notamment les parapétrolières. Alors les plus fortes se sont arrêtées de monter, comme Esso. Les plus faibles ont reculé, comme Vallourec qui a perdu 20% en 2 semaines. Donc voilà, j'avais dit qu'il fallait faire attention au pétrole, que les spéculations pouvaient retomber notamment sur les mauvais dossiers. Ça, c'est pour ce qui est des 10 derniers jours. Maintenant, il faut faire attention. Il y a des déclarations, notamment cet après-midi, du vice-chancelier allemand qui parle d'embargo sur le pétrole russe et qui dit que c'est désormais gérable. Bien évidemment, si l'Europe se met d'accord demain sur un embargo du pétrole, ça peut faire mal. Le pétrole est à la croisée des chemins et si le pétrole repart à la hausse, ça veut dire de nouveau ça va peser sur le consommateur, ça va continuer de soutenir l'inflation, ça va empêcher le travail des banques centrales et ça va être problématique. Donc ça, il faudra le suivre dans les jours à venir. Concernant les métaux précieux, eux pâtissent de la forte remontée des taux. Le marché obligataire a vraiment eu des mouvements historiques sur les derniers mois. Le 10 ans américain est revenu toucher les 3%. Il y a pratiquement plus d'obligations à rendement négatif. Donc voilà, on vient de changer de monde en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Et ça, il faut le garder en tête. Et puis les métaux pâtissent aussi du dollar fort. Et puis de l'effet couverture qui s'estompe. L'effet couverture, c'est lorsque les opérateurs ont acheté de l'or et de l'argent alors que la guerre battait son plein en Ukraine. C'est pas que la guerre ne bat plus son plein, elle continue, mais le marché y accorde moins d'importance. Et donc certains sortent de l'or et de l'argent en se disant bon, c'est plus l'actualité. Et sauf bombe qui rase une ville, les tensions ne semblent plus soutenir les métaux précieux. Enfin, tout comme le Nasdaq 100, le Bitcoin tente de s'accrocher à ses supports. Que ce soit le Nasdaq 100 ou le Bitcoin, les deux sont baissiers depuis un mois et plus. Les deux sont sous pression. Le Bitcoin et le Nasdaq 100, c'est les actifs volatiles, spéculatifs, qui pâtissent en fait de l'abaissement de levier en fait des opérateurs. La surspéculation qu'on a eue en 2021 s'est estompée. Les IPO sont retombés, les SPAC sont retombés, les valeurs de croissance sont retombées, les cryptos sont retombés. Et maintenant, pour redémarrer tout ça, il va falloir beaucoup de choses. Et si on n'a pas les bonnes nouvelles venant de la Chine d'une réouverture ou bien de l'Ukraine et de la Russie, eh bien j'ai envie de vous dire qu'il faudra passer par, dans ces cas-là, une baisse supplémentaire sur le Nasdaq, sur le Bitcoin, sur le CAC, pour qu'on revienne sur des niveaux de prix attractifs, prenant en considération la plupart des nuages qu'on a au-dessus de la tête. Donc je trouve que le marché est quand même solide, il tient, il s'accroche aux branches et je me dis que s'il y a des bonnes nouvelles qui sortaient du jour au lendemain, ça pourrait donner un coup de fouet au marché, on pourrait très bien tenir. Mais inversement, parce qu'on est sur le fil du rasoir, faudrait pas en rajouter. Voilà. Parce qu'on est un marché qui est un petit peu sur le fil. On va passer au top flop macroéconomique. Donc je vous disais que cette semaine est une semaine très importante en termes de publication, sur les GAFAM notamment, mais pas que. En Chine, vous voyez qu'il y a énormément de sociétés qui vont publier cette semaine, en Asie même, pas qu'en Chine. Donc c'est vraiment important en termes de publication. Ici à droite, vous voyez un lockdown effect, c'est un suivi de Goldman Sachs des populations qui sont enfermées à cause du Covid. Et donc on voit que la Chine, là, c'est de pire en pire. Donc il faut absolument que les chiffres s'inversent. Ici à gauche, vous avez les variations de l'indice Philly Fed. Il faut avoir en
en tête que on a un ralentissement des indicateurs économiques et qu'après une reprise historique post-Covid en 2000 et 2020 et 2021, en 2022, on devrait connaître une décélération de la croissance et une décélération des résultats d'entreprise. Ce qui pourrait bien évidemment peser sur les indices boursiers. Certains font d'ailleurs une analogie entre la variation des cours du S&P 500 sur les derniers mois et ce qu'il s'était passé en 1961-1962, avec un plafonnement du marché suivi d'une baisse de 15 à 20%. Voilà. Alors vous savez, des analogies, des copier-coller du passé, on en voit à peu près tout le temps, certains fonctionnent, d'autres pas du tout. Mais la semaine dernière, je vous disais que je voyais beaucoup de graphiques baissiers, beaucoup de pessimisme. Soit c'est le début de la fin et on a 20% à perdre, soit tout le monde est en train de se faire peur et grâce à d'hypothétiques bons catalyseurs, on pourrait avoir un contre-pied. Mais pour l'instant, ça reste lourd et indécis. On est dans un nouveau monde, hein, il faut le garder en tête. Vous voyez ici un graphique qui vous montre les périodes où le S&P 500 a surperformé ou sous-performé les matières premières. Dans les années 70, le S&P 500 sous-performe les matières premières pendant 10 ans, d'une part parce qu'il consolide à plat, d'autre part parce que les matières premières montent et qu'on a notamment les chocs pétroliers. Ensuite, on a une période de hausse du marché action et d'une surperformance par rapport aux matières premières. Et puis ça s'inverse et ainsi de suite. Là, on vient de faire potentiellement un top majeur. Ça ne veut pas forcément dire que les indices vont beaucoup baisser, mais ça peut vouloir dire que les indices piétinent et que les matières premières montent, ou bien que les matières premières piétinent et que les indices baissent. Et en gros, la sous-performance des indices par rapport aux matières premières que l'on connaît depuis le début de l'année, c'est peut-être le début d'une longue période. Donc, pas mal d'analystes. À droite, c'est un graphique de Jeroen Bokland, analyste hollandais et investisseur. Vous voyez qu'on avait une belle tendance haussière pendant 18 mois et que là, au mieux, je dis bien, on se met à plat et on se met dans un range. Une large bande de fluctuation où dès qu'on se fait peur et qu'on perd 15-20%, ça paye, mais dès qu'on remonte sous les plus hauts, ça vend. Parce qu'on a moins de liquidité sur les marchés. Ce qui se passe actuellement, la baisse des marchés n'est pas une mauvaise chose, elle permet de dégonfler certains indicateurs. Vous voyez à gauche ici un indicateur apprécié de Warren Buffett, c'est la comparaison de la capitalisation boursière mondiale avec le PIB mondial, et on était arrivé à des niveaux stratosphériques, des records historiques. Et vous voyez que cet indicateur, comme beaucoup d'autres, se dégonfle, puisqu'on a un PIB qui stabilise sur les plus hauts historiques et qui va dépasser les 100 000 milliards de dollars cette année. Et on a un marché action qui se dégonfle en parallèle, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça s'est d'ailleurs dégonflé sur certains pans du marché depuis un an maintenant. C'est pas depuis hier que les valeurs du Nasdaq qui perdent de l'argent, qui sont les plus chères, baissent. Ça fait maintenant un an que c'est la baisse sur les valeurs de croissance américaines non rentables, notamment. Et on voit que on est revenu sur des niveaux de prix d'avant Covid, 2018-2019, et sur des ratios entre ces valeurs un peu chères et le S&P 500, un peu plus dans la norme. Ça, c'est un point positif qui laisse entendre qu'on a dégonflé une bulle sans faire craquer l'ensemble du marché pour autant. Point positif également, c'est le fait que, alors certes, l'inflation, les matières premières, tout ça, ça va peser sur les résultats des entreprises, mais en attendant, le consensus attend toujours une croissance des bénéfices des entreprises pour 2022-2023. On attend un ralentissement économique fort, peut-être une récession dans certaines zones économiques, mais pour le moment, en tous les cas, le consensus, qui a souvent tort, je vous l'accorde, anticipe une croissance en 2022 et 2023 des résultats des entreprises, et c'est ce qui tire les marchés. C'est que les entreprises continuent pour le moment de délivrer. Graphique à droite, sur 80 ans, vous voyez les niveaux de bénéfices des entreprises et des dividendes par action. Donc c'est la performance délivrée par le marché action, et vous pouvez voir que on a peut-être été un peu haut, un peu vite, c'est vrai, entre 2020 et 2021. Ça va peut-être se calmer, mais ça reste sur une pente ascendante.
On fait attention en ce moment. Le marché devient plus complexe. On pouvait acheter certains bons dossiers dans la chute suite à l'invasion de l'Ukraine. On pouvait alléger lorsqu'on est revenu à 6800 points sous la moyenne mobile à 200 périodes. On est dans un range, on est à plat et il suffit qu'on ait une déclaration de, par exemple, Boulard, ici dans la blague, le même qui est à gauche. C'est Boulard qui, on ne sait pas, des fois ils se font piquer par une mouche, les membres de la Fed, et qui dit bon bah maintenant on va pouvoir monter les taux de 75 points de base d'un coup, c'est pas grave, il faut le faire, l'inflation est trop importante. C'est ce qui a notamment fait dérouiller le marché américain la semaine dernière. Donc on est dans un marché plus complexe, où on a moins de catalyseurs, où on est attentiste, et où les banquiers centraux, par une simple déclaration, peuvent faire monter ou baisser fortement le marché. J'aime pas trop ces conditions de marché. Euh, Ça se voit que les gérants n'aiment pas non plus ces conditions de marché puisqu'ils sont à un niveau de cash dans les portefeuilles qui est au plus haut sur les 15 dernières années. On voit que ici, graphique de gauche, c'est les flux entrants ou sortants du marché action, qu'il y a des flux sortants, que ce n'était pas arrivé depuis le Covid. Donc c'est ça qui me fait être voilà, objectivement neutre et prudent, parce qu'il y a quand même des signes de fatigue de la part des opérateurs, des gérants, etc. Ici à droite, c'est la corrélation entre le Bitcoin et les GAFA qui est au plus haut historique. Tout simplement parce que les opérateurs voient le Bitcoin, comme certaines GAFA, comme une pièce, un morceau de l'univers numérique de demain. Et que maintenant que le Bitcoin et l'Ethereum ont des ETF, des futurs et que les professionnels sont dessus, le Bitcoin est devenu un Nasdaq en effet de levier. Et ça, c'est peut-être les deux graphiques les plus importants que je vous montre. Je vous les montre à la fin de ce top flop. Euh, c'est le plus important. C'est l'impact des programmes et de l'achat, de la détention de la Banque centrale aux États-Unis. Et puis à droite, c'est le cycle économique dans lequel nous sommes. On est dans un nouveau cycle depuis le début de l'année qui est un cycle de resserrement monétaire où il y a moins de liquidités, où il y a des taux qui remontent. C'est-à-dire qu'on est passé, vous voyez ici la violence du graphique à droite ici, c'est-à-dire qu'on passe mi-2020 d'un monde où on injecte à mort, où on garde les taux à zéro et où tout le monde envoie du quantitative easing, à un monde où tout le monde court après l'inflation pour monter les taux et arrêter son quantitative easing. Donc les conditions de tightening sur les marchés, easing ou tightening, donc est-ce qu'on est en soutien ou est-ce que c'est un resserrement, là sont passés vraiment d'un extrême à l'autre. J'ai jamais vu ça. Et donc il faut être patient parce que vu les niveaux d'inflation, même si on va vers un pic inflation et que ça devrait se calmer par la suite, les banques centrales ne sont pas là de reprendre le quantitative easing. Donc le moteur notamment qui avait fait monter les valeurs du Nasdaq, le Bitcoin, etc., est éteint pour le moment. Et le fait est qu'il va peut-être rester éteint pendant plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc j'en appelle à votre patience, votre prudence, votre instinct d'investisseur, faire peut-être plus de moyen terme, passer un peu moins d'ordre, un peu moins s'exciter, garder une poche de cash au cas où on a un marché qui lâche parce que on a un marché qui est lourd, et ne pas oublier les stops sur les positions spéculatives de court terme, comme ça si le marché lâche et perd 10-15% et que les small caps en perdent 20, vous avez coupé vos positions et puis vous n'êtes pas full à l'achat en train de subir. Voilà. Ces conditions de marché ne sont pas des choses qui vont changer du jour au lendemain. Donc gardez cela bien à l'esprit. J'espère encore une fois que cette première partie d'émission, avec toutes ces explications parfois un peu redondantes, vous permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés. On va passer à ProReal Time. Je vous montre rapidement la liste des actions du jour. Je prends un petit peu de café à boire.
Je les ai pas classés, j'ai fait dans le désordre. Je remercie d'ailleurs ceux qui me font des propositions, soit en message privé, soit sur YouTube, soit par email. Alors parfois je réponds, parfois j'ai pas le temps. Je fais mon possible. Je- J'ai passé les 90 000 followers ce matin sur Twitter et vous imaginez même pas le nombre de messages privés que je reçois par jour. Donc j'essaye de faire au mieux pour répondre à chacun. Dans cette liste, il y a de la grosse valeur. Il y a des valeurs qui sont proches de donner d'hypothétiques signaux. Il y a des dossiers à éviter. Et il y a quelques valeurs américaines, étant donné que c'est une semaine cruciale. On va regarder un peu Apple, Microsoft, etc. Alors, le 440, il est neutre, hein, on va pas faire 150 ans là-dessus. Il est neutre, il se cherche. On s'est fait peur avec l'invasion. On est, on est remonté post-invasion. On se cherche. Lorsqu'il y a de l'espoir, comme la semaine dernière, que la Chine se réouvre, on remonte à 6700. Lorsque la Chine se referme, comme ce début de semaine, eh ben, on retourne 300 points plus bas. Mais en gros, voilà, fonction des news, on évolue à plus ou moins 200-300 points, fonction de l'actualité des catalyseurs. Ce qu'on espère bien évidemment, c'est que la Chine se réouvre et ou qu'il y ait des avancées en Ukraine pour repasser le milieu du range, repasser les 6580 points et de nouveau retourner vers les 6007-6008. Auquel cas, on aurait un marché un peu plus porteur, un peu plus, avec un peu plus de traction pour pouvoir faire du trend following, des achats de cassure, sur des dossiers qui sortent de zones de consolidation horizontale, qui cassent des plus hauts annuels ou des plus hauts historiques. Tant qu'on n'a pas de catalyseur positif, qu'on n'arrive pas à donner un élan, il vaut mieux lever les mains du clavier et être en stand-by. Voilà. Alors, j'ai fait la petite blague, stand by the deep. By the deep. By the deep, c'est on achète les creux parce qu'on est dans un range, tout comme on peut vendre les résistances. Souvenez-vous, hein, moi j'avais vendu 6770 points ici. Quand je suis revenu de vacances ici à 6480, j'ai dit que je sortais. Là-haut, je suis pas repassé vendeur. Parfois, on n'est pas dedans. Début de semaine, je disais, bah là, on est revenu sur les supports. Et on tricote, mais ça c'est pour les court-termistes et pour ceux qui font du trading, des varans, des turbos, des choses comme ça. Pour les autres investisseurs, bah, c'est une période d'attente, hein. 80% du temps, vous savez, les actifs sont sans tendance. Et ne pas trader est une décision d'investissement. On est dans un marché lourd. Et tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de 6580, on peut très bien être dans une conso horizontale avant d'aller se faire peur vers le bas du range, voire sous le bas du range, hein, pourquoi pas. Un dérapage sur mauvaise nouvelle et c'est 6200 points relativement rapidement. Ce qui permettrait, en cas de retour vers 6000-6002, peut-être de faire des achats sur repli sur dossier de qualité. Alors qu'à l'inverse, en cas de cassure par le haut ici, ce serait plutôt trend following, achat de cassure, que des achats sur repli. Donc voilà, moi je suis investi à peu près 60-70%, j'ai des stops sur mes positions, je peux repasser rapidement à 40% d'actions, j'ai toujours de l'or en portefeuille, ça me protège. Si l'or rechute, c'est que les actions montent, donc c'est pas bien grave. Au moins, si la situation dérape en Russie, bah, j'ai encore une petite couverture sur mon portefeuille. Et je sais que je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on peut regarder rapidement l'or. Donc voilà, l'or qui se cherche, hein, les taux réels sont revenus à zéro, donc l'or est moins porteur, les obligations rapportent de nouveau, il y a moins de tensions, ou du moins le marché accorde moins d'importance aux tensions entre l'Ukraine et la Russie. Du coup, voilà, on est revenu sur les supports et j'espère même que le conflit russo-ukrainien là, va s'arrêter. Et même si ça fait retomber l'or, c'est pas grave. Il vaut mieux ça que l'inverse. Le pétrole, il est à la croisée des chemins. C'est une bonne chose qu'il soit repassé de 110 à 100. C'est ce que j'espérais et c'est ce qui a engendré un peu ce repli sur les parapétrolières. Maintenant, il ne faut pas que l'Europe coupe le robinet du pétrole à la Russie, sinon ça va partir en sucette. Voilà, faut pas qu'on sorte de ce triangle par le haut, qu'on reparte à la hausse en direction des 115-120 dollars sur le pétrole, sinon c'est mauvais pour les entreprises, c'est mauvais pour le consommateur, pour les chiffres d'inflation, pour les stratégies des banques centrales et ça va ça va compliquer la tâche. Donc espérons qu'il n'y ait pas de dérapage à la hausse sur le pétrole.
Enfin, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un peu comme le Nasdaq, quoi. C'est les indices. Le CAC, c'est neutre. Le Bitcoin, ici, sur 2 3 mois, c'est neutre. Le Nasdaq, c'est quand même plus sous pression. D'ailleurs, il est à -2. Voilà, donc on est passé d'un marché qui était haussier, puissant au-dessus des MM200 à un marché sous MM200 et sous pression. Voilà. Et bien évidemment, il faut ne pas écarter le scénario dérapage où le Nasdaq casse ses plus bas annuels et perd 1000 points en quelques jours. Voilà. C'est pas inconcevable. Si les GAFA déçoivent, c'est ce qui peut se passer. Auquel cas, le Bitcoin, qui est dans un canal haussier, peut en sortir par le bas. Le problème de ce canal haussier, d'ailleurs, c'est que par définition, c'est un drapeau. Et un drapeau, c'est un canal de consolidation qui va dans le sens inverse de la tendance, qui est ici baissière sur les 6 derniers mois, et dont on sort par le bas, et qui peut emmener le Bitcoin à 30 000, voire à 20 000, fonction de la débandade sur les indices. Donc, j'espère, pour nos portefeuilles respectifs, pour ce que ça peut induire économiquement et géopolitiquement, qu'on va tenir les supports, que le Nasdaq ne va pas complètement partir à volo, ni le Bitcoin, et que le CAC va réussir à se tenir, mais je vois bien que voilà, le CAC est solide, mais choisissez bien vos actifs en tous les cas. Il y a des secteurs qui cartonnent depuis le début de l'année, d'autres qui sont sous pression, c'est la même chose sur les indices. Le Nasdaq et le Bitcoin, on les achète quand on est vraiment sur des supports clés, qu'on est chaud patate. Si on est plutôt prudent et qu'on veut faire des achats, c'est plutôt du CAC qui est plus solide, qui est plus fort. Donc voilà, prudent, attentiste, voilà. On va passer maintenant aux actions. 27 minutes, bon timing. Saint-Gobain. Regardez comme ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir sur le CAC ou encore le Nasdaq. Le Nasdaq dans le sens où on était au-dessus des MM200, puis on l'a cassé, puis on se met dessous. Le CAC dans le sens où on est dans un range de neutralité. Mais vous voyez bien que le jouet est cassé. C'était fortement haussier avant. C'est au mieux neutre autour d'un point d'inflexion autour des 58 euros. Et on a un gap sous les pieds, on a un marché qui est lourd. Donc on a Saint-Gobain qui s'est arrêté à 57, qui n'arrive même pas à remonter à 58. Bien évidemment, s'il y a des bonnes news, des bons catalyseurs, elle peut pousser comme ça jusque 60. Il faudrait que le CAC 40 nous fasse une poussée haussière au-dessus de 6580 points. Mais à contrario, c'est la neutralité qui peut prévaloir un certain temps. Et on voit bien l'esprit du mouvement qui est le reflet de ce qui se passe sur les marchés. On a arrêté de monter à partir de la fin d'année dernière. On a commencé à consolider en début d'année, puis on a cassé plein de niveaux à cause de l'Ukraine, et là on revient tester ces zones de prix-là. Mais il y a une polarité qui a été inversée, et une psychologie qui est vraiment moins bonne. Apple, le fil du rasoir, publication cette semaine, elle est sur MM200. Vous voyez à quel point MM200 est pertinente sur ce dossier. Testez ici, testez là. La dernière fois ici, c'était mi-mars. On a fait 4 $ dessous. Elle est à 159. Faut pas descendre sous les 155 $. Voilà. Apple, c'est le Nasdaq, et les valeurs tech, c'est une bonne partie du S&P. Donc Apple et Microsoft qui lâchent, c'est tout le marché qui lâche. Apple et Microsoft qui tiennent les niveaux et qui relancent, on est sauvé à très court terme. Ça, c'est le genre de configuration que je recherche. C'est des valeurs qui, avec l'invasion en Ukraine, sont revenues tester leur MM200 ou se sont fait une petite frayeur en dessous, qui sont toujours dans de belles tendances haussières et qui, à la moindre stabilisation indicielle comme depuis un mois, tentent d'aller chercher des niveaux. Alors c'est des valeurs où il arrive souvent qu'on ait un niveau horizontal qui puisse être surveillé et que l'on rentre en fait de deux manières possibles, soit en cas de retour, de repli, de rapprochement des prix de la MM200, soit sur cassure de résistance. Donc soit sur repli en cas de trou d'air, soit sur cassure de résistance pour viser de nouveaux records et faire du trend following.
Il y a aussi des valeurs qui sont solides, notamment les médias, notamment TF1, M6. Quand le marché baisse, bah, elle se replie vers les supports, mais dès que le marché stabilise, eh bien, elle est assez soutenue. Et donc, bah, je pense que ça peut être intéressant de surveiller d'hypothétiques retours sur les bas de range pour en acheter, puisqu'à chaque fois ces bas de range ont été pertinents, et ou de suivre d'hypothétiques cassures de ces ranges par le haut. Ensuite, on parle de Kerlink. Kerlink qui va publier, me semble-t-il, si elle n'a pas déjà publié. Tout simplement pour voir qu'il y a des périodes de stabilisation avant décalage de prix à la hausse, stabilisation, décalage de prix, stabilisation, tentative de décalage en cours. Faut voir si elle a publié ou pas. D'ailleurs, je vous le dis et elle redit, hein, c'est le bal des publications. Donc, ne me demandez pas de vous donner les dates de publication des 30 entreprises que j'ai étudiées à chaque émission. C'est à vous de faire cette partie du job et de ne pas rentrer sur une action, même si elle est en train de casser une résistance, la veille de sa publication de résultats. Kerlink, ici, on voit qu'il y a une tentative de bonne volonté, mais une MM200 à passer. Elle est à 4,73, c'est le pivot à dépasser pour réouvrir la dynamique. Amundi, c'est baissier. Alors, à moyen, long terme, en fait, quand je la regarde depuis plusieurs années, là, depuis les 5 dernières années, c'est vraiment très cyclique, hein. Et donc on voit bien que la zone basse d'accumulation sur Amundi est entre 45 et 50 euros. Le lecteur qui me demandait d'en parler fait du très long terme. Donc je ne sais pas si on va y retourner, mais en tous les cas, on sait que les acheteurs étaient là pendant le mois de mars à 50 euros. Et la zone d'accumulation, elle est ici autour de 50 euros. À court terme, c'est baissier, c'est sous pression, c'est à l'image des indices, et où on peut très facilement perdre 10% d'un coup si l'aversion au risque prend le dessus. Ensuite, BNP Paribas, c'était histoire de parler un peu des bancaires. Là aussi, je suis pas très haussier. La semaine dernière, je vous disais qu'on pouvait rebondir sur les bancaires, ça a été le cas. Mais on est très vite sous résistance. On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas sur les dernières séquences haussières. Il faudrait vraiment que voilà, il y ait fin de la guerre en Ukraine ou réouverture de la Chine pour que on casse ces résistances et qu'on aille un cran plus haut. Alors je nous l'espère, hein, bien évidemment, que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, que le CAC revienne à 6 900 points et que BNP aille chercher 10% de plus et revienne tester MM200 à 56 euros. Mais je vois aussi voilà, la lourdeur, l'attentisme du marché actuel sous résistance. Neo-EN. Eh bien, on voit bien que sur un an, c'est baissier, mais que sur les 2-3 derniers mois, il y a un changement de psychologie. Mais on voit que malgré ce changement de psychologie, on est passé d'un extrême de on n'en veut plus à tout le monde en veut, et on n'arrive pas à sortir de cette dynamique et de ce canal baissier. Intéressant ici de voir que les prix construisent à la hausse, sortent, réintègrent et rebloquent hier sous les 39,30. Et donc il se pourrait qu'on passe encore un certain temps entre MM200 à 35 et le haut de range à 39,50. Ce n'est qu'une sortie belle, forte, puissante et qui tiendrait plus de 3 jours, qui serait de bon augure pour la suite. Pour l'instant, neutralité. ALTBG, The Blockchain Group, on est à la croisée des chemins entre des points bas de plus en plus hauts, soutenus depuis 1 an et demi, et une oblique baissière qui passe par tous les tops, et pour couronner le tout, une MM200 qui coiffe les prix. Ça va publier cette semaine de mémoire. Si c'est bon qu'on casse les 1,30, les 1,35, il peut y avoir un effet bouchon de champagne. C'est une small cap, donc ça peut aller vite, et ça peut vite gagner 20-30%. Donc voilà, à surveiller, hypothétique accélération, cassure avec volume pour les court-termistes, les fans de valeurs volatiles, c'est à surveiller. Albioma,
Elle est en phase de neutralité. Vous voyez que ici j'ai tracé un triangle, qu'elle a tenté d'en sortir aujourd'hui. Et voyant que la mèche du jour se fait pile poil sur le plus haut d'il y a 15 jours, j'ai envie de tracer un range et de me dire que plus que le triangle, bah, c'est une consolidation à plat. Voilà. Et que pour l'instant, le courant acheteur n'est pas suffisant pour pouvoir en sortir par le haut. Albioma qui a publié de bons résultats, qui est toujours en discussion avec KKR, qui a réalisé 3 points bas à 42 euros ces dernières semaines. Donc ceux qui sont rentrés tardivement, relativement haut, savent où mettre les stops pour sortir si ça ne prend pas, tout simplement. Et puis si ça prend qu'on casse les 45-50, on peut rentrer ou renforcer pour viser les 50. Alstom. Alstom qui râle parce que ils ont racheté Bombardier, une des dimensions du groupe Bombardier, que ça ne prend pas, que ça déçoit, que les analystes revoient leur copie. Elle est baissière, elle est toujours sous pression. Parfois, elle se stabilise à plat et elle fait des tops, mais tant qu'elle ne casse pas de top, c'est baissier. Donc voilà. Je sais qu'il y a pas mal de monde dessus. J'aimerais bien pour vous que ça monte. Et faut casser les 22,50, 23 euros. Valorec, c'est la moins solide des parapétrolières. De fait, il suffisait que le pétrole arrête de monter pour qu'elle se prenne moins 20. Ça a été le cas. Elle a fait... Ah non, moins 16. Mais bon, voilà, c'est l'esprit du truc. Elle est montée, tirée sur la fin et ça voulait pas monter alors que le pétrole était déjà très haut. Et donc j'entrevoyais que les parapétrolières les plus faibles, comme Valorec et CGG, reculent un petit peu. Morel et Prom aussi a bien dégusté, me semble-t-il. Elle a perdu 24% depuis les plus hauts. La plus solide étant Esso, qui est très solide. Et là, petit range, sortie de range à suivre. On va voir si les résultats sont aussi exceptionnels que cela. Je vous l'espère. Ensuite, Valneva. Ici aussi, par rapport un peu à ce changement d'ambiance et ce changement de tendance, vous voyez bien qu'on était haussier au-dessus des mêmes 200, que lorsqu'on approchait des mêmes 200, les acheteurs étaient là. L'année dernière, effet TV, elle est beaucoup passée à la télé, Valneva, en septembre, en octobre, novembre, il y avait le Covid. Et puis, les spéculations retombent, on casse la dynamique, le jouet est un peu cassé, on casse la MM200 et on vivote autour pendant des semaines. Il y a une bonne nouvelle qui sort, mais elle ne suffit pas à reprendre la hausse. Donc voilà, c'est plus aussi beau et aussi soutenu et aussi recherché qu'avant. Alors je sais bien qu'une bonne nouvelle et c'est le plus 30, mais une mauvaise nouvelle et c'est moins 30 aussi. En tous les cas, ça perd de sa superbe. Et ça date pas d'hier, donc je voulais toujours rappeler aux débutants que les biotech, c'est très binaire, c'est souvent dangereux et pas très souvent gagnant. ATA, non, ça doit pas être celle-là, ça doit être celle-ci. C'est un lecteur toujours dans une optique de long terme qui me disait ATA est en train de revenir sur ses plus hauts d'avant Covid. Alors il y a des valeurs comme ça, il y en a pas mal, où on est revenu sur les niveaux d'avant Covid, mais ça ne tient pas. Et en fait, moi je trace ici un range qui était la zone d'avant Covid. Et je me dis, voilà, certes, ça c'était le top du top avant Covid, mais sinon le bas du range avant Covid, il était là. Et donc je repousse, j'étire ce range en me disant, on n'a pas tenu la partie haute ici sur les 135, la partie basse pour acheter, elle est entre 105 et 110. Donc ça veut dire 10 à 15% de baisse supplémentaire. Beneteau, on est sur niveau clé. Aujourd'hui, on apprend que PDG et autres membres de la direction prennent leur retraite, mais bon, je suppose que c'était prévu. Là, on est pareil sur une action qui perd un peu de sa superbe, c'est-à-dire qu'avant, c'était soutenu, puis on est revenu sur MM200, ça tenait bien, puis là, ça a pataugé, et maintenant, on est sous MM200. Voilà, avec des plus hauts de plus en plus bas.
Donc il ne faut pas casser les 12 euros. Sous les 12 euros, bon, bah, comme d'habitude, il y a le risque que ce soit un trou d'air, mais il y a aussi le risque que tout simplement, bah, il y ait une rotation, qu'on ait eu la hausse, le range et la sortie par le bas, auquel cas, parfois, bah, il faut peut-être mieux sortir, quoi. Si ça tient, bien sûr, hop, ça peut repartir, et ce serait bien de repasser à moyen terme au-dessus des mêmes 200. Il y a encore quelques actions qui sont en trend following, qui sont haussières et qui se fichent complètement du reste. L'Ectra en fait partie, voilà, toujours avec des plus bas de plus en plus haut et toujours en trend following, toujours recherché. Tant qu'on est au-dessus des mêmes 200, on reste acheteur de ce type de dossier. Si ça casse les mêmes 200, on sort et on fait une pause. Boiron, là on est sur d'une part une valeur qui est haussière à très long terme et ce depuis plus de 30 ans. D'autre part, une potentielle ici configuration du Phénix. Je vous rappelle que la configuration du Phénix, c'est une valeur qui baisse pendant un bon bout de temps. Ici, ça a duré 5-6 ans. Puis elle se met en phase de neutralité. Et après, il faut sortir par le haut. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ça a essayé une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on est en train d'y retourner. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un dossier neutre, c'est que c'est pas comme une GAFAM ou une valeur relativement haute. Si le marché baisse, elle va pas perdre 30% si facilement que ça. Et c'est à surveiller en cas de passage des 44-50. C'est une zone qu'on peut travailler 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais le jour où elle cassera, en tous les cas, je vais remettre une alerte. Hop. Au cas où ça passe. Ensuite, GL Event. Alors GL Event, il ne faut pas de nouvel épisode de Covid en Europe. Hein. Bon, là-dessus, on s'entend. Elle était haussière au-dessus des mêmes 200. Elle s'est fait une frayeur, bien évidemment, pendant l'invasion de l'Ukraine. Et il est appréciable de voir qu'elle est remontée au-dessus des mêmes 200, que les mêmes 200 est toujours haussière, que les cours sont recherchés. Et à l'image un peu de S2I, celle-là, et ben c'est la même chose. C'est valeur haussière toujours au-dessus des mêmes 200, recherché sous un pivot clé qui, s'il cède, pourrait ouvrir une nouvelle jambe de hausse. Voilà, ça fait partie des configs les plus haussières de l'émission. BIC, on est sur un double creux dont on avait parlé, me semble-t-il, la semaine dernière, qui est en train de se faire avec comme objectif de retourner vers 53-54 euros et de se réinstaller au-dessus des mêmes 200. Ce serait une bonne chose pour la suite. À vous de voir si vous avez acheté la cassure des 48 euros, si vous voulez faire un trade court terme ou bien la tenir à long terme. Renault, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans mon émission? Si j'en parle en bien, on va pas comprendre. Si j'en parle en mal, on va dire que je fais du bashing. Non, bah... Pourquoi j'ai mis ça dans l'émission? En fait, moi, j'ai rien contre Renault. J'essaye juste de vous dire que quand des valeurs sont baissières sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, bah que c'est moins attractif, moins beau que d'autres. Voilà. Renault, il y a des phases haussières, puis il y a des phases de cassure, phase haussière, phase de cassure. Là, on est dans un truc un peu bizarre sur les plus bas. Elle a perdu de sa superbe, elle a perdu du business en Russie, elle a perdu son ancien chef de file. Elle a du mal à rebondir. On voit bien que, contrairement à beaucoup de titres qui ont bien rebondi, elle nous a fait 2 tentatives haussières à 25 et elle s'est fait punir dans la foulée. Il y a intérêt à ce que les indices tiennent et que le CAC remonte à 7000 points pour que Renault revienne à 30 euros, parce que si les indices lâchent, on aura du Renault sous 20 euros. Voilà. C'est pas que je la déteste, c'est que ça me fait suer de voir autant d'investisseurs dessus qui perdent leur temps et leur argent. En fait, c'est plutôt ça. Depuis 2018, en fait, ici, là, depuis cette cassure de rythme, cette naissance de tendance baissière, j'ai été extrêmement baissier sur Renault. Parce que c'est boîte française, l'État est dedans,
C'est très cyclique. Moi, j'attends un ralentissement économique prononcé. Ça a du business en Russie qui saute. Ça fait pas rêver. C'est pas une boîte comme Tesla qui fait rêver où il y a des aficionados et un milliardaire, etc. C'est Renault. Donc voilà. J'espère bien évidemment pour ceux qui en ont que ça montera. J'ai rien contre Renault, mais franchement, d'autres choses à faire en bourse, quoi. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut acheter du Tesla. Tesla qui plafonne, un peu comme beaucoup de valeurs tech aux US. Alors moi je voulais vous parler de ça, là, du support à court terme à 973 sous lequel on pouvait passer vendeur, pour les sportifs, j'entends. Euh, Parce que en fait avoir un short sur Tesla, ça permet de se couvrir sur la baisse des marchés, la baisse du Nasdaq, la baisse d'un peu tout. Si c'est au tour des GAFAM de lâcher, bah là-dessus, il y a rapidement 15-20% à prendre. Donc voilà, Tesla, ça commence à plier. Apple, on est sur le bord du plongeoir. Il va falloir ramer, les gars. Bon, je termine mon programme. Ensuite, Fizz National Beverage. Je trouve que c'est très original comme formation d'action. Ici, il y a eu phase spéculative avec volume assez impressionnante. Et on a une grosse zone de soutien et d'accumulation rationnelle ici entre 40 et 43 dollars, je dirais, sur National Beverage. Et bien évidemment, une zone de gap inversement ici, là, très propre, et MM200 qui se confondent à 48 dollars. Donc soit on achète sur repli à 40, soit sur caisse sur frange des 48-49. Ensuite, MSFT, donc Microsoft. Bah voilà, hein, c'est phase haussière, phase de neutralité, le fil du rasoir. Sous le fil du rasoir, ça coupe. C'est comme Apple, on est vraiment à la croisée des chemins en semaine de publication. Et enfin, Crown Castle. Méga trend bullish de très long terme. Ouais, c'est depuis 2002. Alors là, ce qui fait un peu peur, c'est la volatilité des derniers mouvements. Le fait qu'ici, MM200 sert à rien, c'est une passoire. Par contre, on voit bien la zone d'accumulation, mise à profit à chaque baisse. Ici à 170, ici de nouveau à 170. Donc, si baisse des marchés il y avait, la zone d'accumulation, la zone d'achat, elle est là entre 170 et 180 dollars. Donc 10% de baisse des prix à peu près. Mais c'est intéressant comme formation des prix. Bon, voilà, 47 minutes, 48 minutes d'émission. Vous voyez que je suis pas passionné. Alors j'espère que... Enfin, je pense que je suis pas passionnant, mais j'espère ne pas être ennuyeux. Voilà, vous sentez bien que le marché manque d'entrain, qu'on manque de catalyseurs, que c'est lourd, que je suis pas particulièrement chaud patate. Prudent, ouvert à une jambe de baisse dans l'espoir de catalyseurs haussiers. Et s'il y a, faut sortir un peu, faut alléger un petit peu, faut lever le pied, garder du cash pour profiter d'opportunités un peu plus bas, un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci à tous ceux qui, au quotidien, ou à ceux qui ne m'ont écrit qu'une seule fois, mais qui ont pris la peine de le faire. Parfois pour me remercier, parfois pour proposer des modifications sur mes publications, sur mes émissions. N'hésitez pas. Soyez force de proposition, critique constructive. Je suis ouvert à tout. Je vous souhaite à tous le meilleur dans la vie, sur le marché. Que le 440 soit avec nous et à vos plus-values. Allez, bonne semaine à tous.